bonjour à tous. Alors, on a attendu quelques minutes pour que les derniers puissent arriver. On va quand même commencer, sinon on va perdre un petit peu de temps. Donc, bienvenue d'avoir et de nous rejoindre pour la deuxième fois cette année en présentiel. On espère qu'il y en aura d'autres, ce qui est mal parti quand même. Mais en tout cas, voilà, merci d'être venu aujourd'hui. Donc on est sur un sujet qui paraît pas très encourageant quand on parle de sobriété, mais finalement c'est quand même quelque chose de très positif et on voudrait en fait le partager avec vous de manière très positive. Alors pour commencer, le sujet c'est vraiment la sobriété dans l'aménagement, mais on est parti finalement de la nouvelle loi qui a été mise en place à partir d'août de 2021. Cette loi qui est issue de la consultation, enfin de la Convention des citoyens qui avait été initiée dès 2019, donc qui a abouti à un certain nombre de mesures dont on partage aujourd'hui en fait certains éléments et on fait surtout le lien avec l'aménagement et puis certaines études que l'on a déjà menées sur certains sujets qui sont abordés par cette loi. Et donc pour vous montrer qu'en fait la sobriété, on en parle déjà et on en parlait déjà avant que la loi ne soit promulguée. Donc la loi, elle est vraiment faite pour que ça soit un ancrage en fait territorial de l'écologie et surtout qu'en fait ça parle à tout le monde. Quand on lit en fait les éléments de la loi, c'est vraiment quelque chose qui doit parler à tout le monde et qui aura aussi des conséquences, ou peut-être pas des conséquences, mais en tout cas des éléments importants, même dans la vie du quotidien. Donc surtout en fait, on a repris les 6 thématiques qui ressortent de cette loi. Donc la partie se nourrir, donc en fait avec des mesures qui sont justement pour avoir une nourriture plus saine, avec notamment des mesures qui incitent à avoir des menus végétariens au moins une fois par semaine en fait dans les cantines de l'État, donc les cantines scolaires et autres. Il y a aussi des Nutri-Score, enfin, ce qui s'appelle d'avoir un regard en fait sur le produit et en fait son impact écologique et donc ça permet de pouvoir choisir son produit en sachant en fait quel impact écologique il a eu. En termes de déplacement, il y a des mesures, enfin la mesure qui est importante et qui sera vraiment au cœur, je pense, en fait, des réflexions, notamment pour Stéphane, ce sera les zones à faible émission, donc à faible émission de carbone, on s'entend. Donc ce qui veut dire qu'il y aura toute une réflexion au niveau de l'agglomération, puisque l'agglomération sera concernée pour réduire donc ces émissions de carbone, avec des préconisations qui seront à mettre en place. Ensuite, produire et travailler, ça touche différentes choses, mais quand je parle que ça peut parler au quotidien, c'est aussi notamment des mesures de pouvoir réparer en fait des produits, une machine à laver, et donc d'avoir vraiment une incitation à ce qu'on puisse avoir des pièces détachées plus facilement et qu'on puisse en fait résoudre, pour pouvoir réparer son outil et pas nécessairement devoir en acheter un nouveau. Et donc c'est vraiment une mesure un peu phare, mais la production c'est aussi toute autre chose, ça peut être la production énergétique, et donc avec des mesures pour produire davantage d'électricité par des panneaux photovoltaïques par contre, sur toiture. Ensuite, un élément qui là, c'est protéger l'environnement, c'est vraiment dans ce cadre-là en fait qu'on va s'inscrire nous aujourd'hui par rapport aux études que l'on a faites. Et donc, la protéger l'environnement, c'était surtout parler en fait d'arrêter d'artificialiser les sols. Donc, le zéro artificialisation nette, quelque chose que vous avez déjà entendu et puis qu'on vous expliquera davantage. Et surtout, l'application qu'on a dans les documents d'urbanisme. Il y a aussi un impact, enfin en tout cas des éléments sur sur les zones d'activité, hein, donc c'est aussi l'observatoire des zones d'activité qui sera mis en avant. Par rapport à se loger, donc le logement, il y a beaucoup de mesures, surtout, enfin, ce qu'on en retient, c'est la rénovation énergétique des bâtiments.
Une des mesures, par exemple, est d'interdire la location de logements qui sont énergivores, enfin des passoires, enfin ils appellent ça les passoires énergétiques. Donc il y a vraiment un pas à franchir pour rénover davantage les bâtiments, et puis c'est surtout ne plus les mettre en relocation. Donc c'est important aussi en fait dans la dynamique en fait climat et résilience. Et puis sur la consommation, ce qui va nous attacher aujourd'hui, enfin, c'est par rapport à la publicité, parce qu'il y a des éléments qui sont, enfin des mesures sur la publicité, et c'est vraiment ce qui va être développé en fait dans les différents exemples. Donc, comme je l'ai dit, le zéro artificialisation nette, je pense que c'est un mot qui est hyper difficile à dire, que à chaque fois je vais buter dessus. Christelle en parlera plus longuement. Ensuite, on s'attardera en fait sur les différents observatoires qui sont préconisés. Donc, observatoire de l'habitat, du foncier, c'est déjà des éléments que l'on a mis en place, qui sont déjà existants. Et puis là, la nouveauté, c'est vraiment un observatoire des zones d'activité. Donc, on vous le présenterai également de quelle manière on a déjà abordé ces éléments-là dans nos réflexions. Et puis l'affichage publicitaire, donc ça fait le lien avec le règlement publicitaire intercommunal qui est déjà bien entamé, et en tout cas qui a déjà pris en compte certaines observations qui sont dans cette loi. Je passe la parole à Christelle du coup, pour la suite. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, donc je suis chargée d'études, planification, urbanisme à l'agence. Donc, pour le premier sujet dont on va vous parler, c'est le zéro artificialisation nette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Son petit nom, c'est le ZAN. Vous avez déjà dû en entendre parler. Eh bien, donc, cette loi climat et résilience est là substituer le terme qui était jusque-là utilisé la plupart du temps dans les documents d'urbanisme, celui de consommation foncière. Elle l'a substitué par le terme d'artificialisation. Alors, elle a donné une définition, donc cette loi, définissant donc l'artificialisation comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage, précisant aussi donc que les friches sont considérées comme artificialisées. Donc, le principe qu'a défini la loi climat et résilience, c'est zéro artificialisation, donc ne pas altérer de terres agricoles, naturelles ou d'espaces boisés en vue de les urbaniser. Simplement, vous voyez bien que l'on procède depuis toujours, c'est de cette manière-là. Donc l'idée du zéro artificialisation nette, c'est que si à l'avenir on ne trouve pas d'alternative à des territoires agricoles et naturels pour continuer le développement urbain, eh bien on va les altérer, mais à ce moment-là, il faudra, en compensation, renaturer. Donc c'est le deuxième terme important dans cette loi, celui de renaturation. Et à ce moment-là, l'idée, c'est que c'est du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que c'est le solde des deux qui doit être égal à zéro. Donc renaturation, la loi indique qu'il s'agit, pour la renaturation d'un sol ou sa désartificialisation, il s'agit donc des opérations de rétablissement ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer ce sol artificialisé en un sol non artificialisé. Donc on est dans la notion de compensation, et cette compensation est mise en œuvre, est à mettre en œuvre sur des zones de renaturation qui seront identifiées dans les SCOT et qui seront aussi définies dans les OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation des PU. Alors, donc,
On a déjà deux définitions dans la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, mais là où on va être très attentif, c'est aux décrets qui vont être prochainement publiés en février 2022, d'après le calendrier prévisionnel, car ce décret permettra de préciser davantage selon ce qu'on considérera comme des espaces artificialisés sur la base d'une nomenclature. Et je pense que ça viendra aussi davantage préciser peut-être les types de renaturation. Donc on verra, pour le moment en tout cas, on a une bonne base, mais il y a encore quand même beaucoup de questions que ça pose. Alors parce que justement, donc cette renaturation, on peut se demander quel terrain ça pourrait concerner et quel projet pourrait être un projet de renaturation. Donc qu'est-ce qu'on considère finalement comme de la renaturation? Alors dans le SCOT de la région mulhousienne, qui a été approuvé en 2019, il y a eu un petit travail qui a été fait, qui était une première tentative, je dirais, d'identification de gisements potentiels compensatoires à l'échelle de la région mulhousienne. C'est-à-dire qu'avant l'heure, donc avant que la loi climat et résilience ne dise que les SCOT devront identifier des zones de renaturation, nous avions, nous, localement, fait ce petit exercice pour pouvoir donner des éléments de projection pour pouvoir se dire le SCOT de la région mulhousienne peut potentiellement, s'il va au bout de ses objectifs, consommer plusieurs centaines d'hectares, on est entre 500 et 600 à l'horizon 2033. Donc on pourrait imaginer qu'une partie de ces incidences sur les terres agricoles et naturelles pourraient être compensées. Et donc nous avions identifié quelques terrains. Simplement, on n'était pas là, vous voyez, en termes de surface, à la hauteur de ce qu'on va consommer. Donc on n'était pas dans une notion de zéro artificialisation nette. Mais on va dire qu'on a déjà presque un petit temps d'avance, en tout cas une petite base de travail, et puis on est très loin du compte de ce qu'il faudrait faire comme travail. Et il y avait aussi, donc dans le SCOT, il y a dans le SCOT de la région mulhousienne, un deuxième principe qui préfigurait ce que la loi climat et résilience a prévu. On avait ce qui s'appelait entre nous un bonus renaturation. C'était le principe qu'on a normalement des enveloppes foncières qui sont définies dans le SCOT pour pouvoir réaliser le développement urbain des communes. Et puis on avait dit que si jamais, une commune venait à renaturer des espaces, alors elle pourrait avoir droit de consommer un peu plus que son enveloppe, avec tout un tas de conditions, moi je ne vais pas tout développer, mais dans une certaine limite, pas plus qu'un tiers que ce qui lui a été attribué. Je ne vais pas dans le détail, mais en tout cas, l'idée c'était de vous dire que finalement, sur la région mulhousienne, on a déjà une petite réflexion sur le sujet. Et donc, l'autre question qu'on peut se poser, c'est nous, on avait identifié certains types de sites, mais c'est pas dit que la définition qu'on aura, qui va être valable demain, sera la même que nous, on s'était faite. Donc, je vous ai mis quelques exemples pour savoir qu'est-ce qui a pu se faire aussi localement. On va dire qu'à Ugersheim, quand il y a eu renaturation du carreau minier en 2006, là, on était dans de la renaturation, ça paraît assez évident. On pourrait penser aussi à Mulhouse, au projet qui est en cours, qui s'appelle les terrasses du musée, qui entre dans le cadre de l'aménagement de la diagonale verte, ou sur le site de l'ancienne propriété urbaine de Mulhouse, va être aménagé un parc urbain. Alors, on va dire forcément on parle de quelque chose de très artificialisé, qui va être renaturé, mais on peut se poser la question, est-ce qu'un parc urbain très fréquenté sera considéré comme un espace artificialisé ou un espace naturel au même titre qu'une prairie? Et puis, bon, il y a d'autres projets pour lesquels je me suis posé la question. Là, juste à côté, en ce moment, devant la gare, il y a le canal qui était réouvert, qui était couvert par une dalle pour du stationnement. Il est réouvert. Est-ce que ça, ce serait de la renaturation?
c'est déjà plus compliqué parce que dans cette notion d'artificialisation, on revient beaucoup sur la notion de sol. Alors qu'est-ce qu'on considérera dans ce cas-là comme le sol? Est-ce que c'était la dalle du parking? À ce moment-là, on enlève un sol artificialisé, en dessous on voit de l'eau. Est-ce que c'est naturel? Mais c'est un canal, c'est un cours d'eau artificialisé. Voilà, c'est pas de la pleine terre, c'est pas un cours d'eau naturel. Donc c'est tout un tas de questions comme ça qu'on peut se poser pour savoir si demain des projets de ce type-là pourront être... est-ce qu'on pourra faire valoir ces projets-là pour pouvoir compenser des terres agricoles que l'on viendrait à consommer pour du développement économique, pour la construction d'un équipement? Alors, le zéro artificialisation nette, la loi nous dit aussi que ça ne doit pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va vers une mise en œuvre progressive de ce zéro artificialisation nette. Le grand principe édicté par la loi, c'est qu'on fonctionne par tranche de 10 ans. Et que, donc à partir du mois d'août 2021, où la loi a été promulguée, on compte par tranche de 10 ans. Ça veut dire que de 2021 à 2030, les 10 prochaines années, il faudrait que les documents d'urbanisme ne consomment pas plus que la moitié de ce qu'ils ont déjà consommé les 10 années précédentes. Donc il faut une analyse de ce qui a été consommé donc depuis 2011. Et ainsi de suite, ce qui permettrait d'arriver presque mathématiquement, avec un petit effort supplémentaire à la fin, donc à 2050, à l'application du principe, tel que je vous l'ai expliqué, d'artificialisation nette. C'est-à-dire, c'est soit zéro consommation, ou avec un système de compensation, on arrive à zéro. Il y a aussi une petite subtilité, c'est celle de consommation et artificialisation. Pour la première tranche, on va être dans 50% au plus par rapport à une consommation foncière. Et après, on rentre dans le principe de 50% d'artificialisation en moins. Donc, justement, c'est là qu'interviendra l'importance de ces notions à clarifier. Puisqu'aujourd'hui, quand un document d'urbanisme est réalisé, jusqu'à maintenant, on considérait la consommation foncière et, j'ai envie de dire, presque chaque document d'urbanisme définissait techniquement, politiquement, ce qu'il considérait comme des espaces consommés ou pas. Et donc, il y avait quand même quelque chose de moins évident et il y avait moins cette dimension technique du sol aussi. On était plutôt sur le changement de destination, d'usage. Voilà. Donc, concrètement, je vous dis une mise en œuvre progressive, mais pour les documents d'urbanisme qu'on pratique, hein, les SCOT, les PLU, PLUI, donc la loi est d'application immédiate pour tous ceux qui sont en cours d'élaboration. En revanche, donc pour ceux qui ont déjà été adoptés, ce qui est le cas du SCOT de la région toulousaine, il faudra une mise en compatibilité des documents avec une procédure allégée avant une certaine échéance. Il est défini pour les SCOT 2026. Et puis donc pour les PLU, une fois que les SCOT dont ils dépendent ont été mis en compatibilité, au plus tard en 2027, les PLU doivent eux aussi donc être mis en compatibilité pour respecter ce principe du zéro artificialisation nette hein, dans la manière dont il est expliqué ici. Alors il y a un autre document d'urbanisme qui intervient dans cette histoire, c'est le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement et de développement durable des territoires, donc qui est à l'échelle de la région Grand Est. Et ce document, sur la région Grand Est, il a déjà défini ce principe de réduction de 50%, mais pas sur la bonne période de temps. Donc, on ne partait pas sur une tranche de référence si proche. Donc il va lui aussi devoir être mis en compatibilité, et aussi cette mise en compatibilité va surtout territorialiser les objectifs. C'est-à-dire que le SRADET Grand Est va considérer qu'à l'échelle du Grand Est, il faudra que à 2050 et par tranche successive, on arrive à moins 50% par rapport à l'artificialisation de la consommation foncière,
qui a été réalisé sur la région. Mais la loi dit que c'est au SRADET de définir si ça s'applique de façon équitable pour chacun des territoires de SCOT ou de façon différenciée. Et pour ça, le SRADET va retravailler avec les élus locaux, c'est-à-dire avec les élus représentant les différents SCOT. Il va y avoir une conférence des SCOT pour travailler sur cette territorialisation. Donc pour le moment, à défaut, on considère que c'est moins 50% pour tout le monde, comme ça mathématiquement, normalement on y arrive, mais il y aura sûrement des nuances établies entre les territoires du Grand Est. Alors, pour vous parler donc de cette mise en œuvre du ZAN, je propose de vous parler de la révision du PLU de Pulversheim, qui est une mission sur laquelle l'agence travaille désormais, donc sous le pilotage de M2SA, puisque la compétence est devenue intercommunale, et donc, mais en collaboration très étroite avec la commune de Pulversheim. Donc, le projet de révision du PLU de Pulversheim s'inscrit dans un projet politique fort qu'a cette nouvelle municipalité, et projet aussi de société qui est que Pulversheim devienne un village en transition, engage sa transition. Avec toutes les notions qu'il y a derrière, dans ce mouvement des villes et villages en transition, la notion de développement durable, d'autonomie énergétique, d'autonomie intellectuelle, de transition écologique, question d'autonomie alimentaire, et puis tout ce qui est la dimension aussi de travail sur la citoyenneté autour de ce projet. Alors, l'autre élément de contexte pour ce projet de révision du PLU de Pulversheim, c'est l'enjeu sociodémographique auquel la commune est confrontée, celui de devoir temporiser l'arrivée de la commune au seuil des 3500 habitants, parce qu'elle souhaiterait pouvoir préparer donc les conditions d'une bonne mixité sociale. Donc, je rappelle que les communes qui ont plus de 3500 habitants au titre de la loi solidarité et renouvellement urbain et qui donc qui dépendent d'une agglomération conséquente, en tout cas Pulversheim concernée, doivent pouvoir disposer dans leur parc de logements d'au moins 20% de logements sociaux. Donc, dans un avenir plus ou moins proche, Pulversheim va devoir aussi, si la loi continue, la loi SRU continue à s'appliquer sur ce principe, disposer d'un parc de logement social à hauteur de 20%. Et donc aujourd'hui, Pulversheim n'a pas du tout ce taux-là, c'est environ à 11% uniquement. Et l'autre élément important, c'est donc que Pulversheim s'est beaucoup développé ces dernières années avec un rythme de construction neuve important en raison d'une grosse opération et de même plusieurs opérations variées, qui fait que dans les 5 dernières années, ils ont construit 181 logements. Ça veut dire qu'il y a un rythme de construction de l'ordre de 36 logements à l'hectare, qui est assez important pour une commune de cette taille par rapport même aux objectifs qui étaient imaginés par le programme local de l'habitat. Et dans ces 180 logements, pour 3/4, c'est des logements collectifs. Donc on a une progression assez comme ça rapide du parc de logement et de la population, qui fait que la commune mesure qu'il faut aussi ralentir, pouvoir intégrer tranquillement cette population, socialement, le lien avec les équipements de la commune. Et donc, pour toutes ces raisons, la commune, on a identifié avec la commune un besoin pour pouvoir ne pas dépasser trop vite 3500 habitants, rester en dessous, un besoin identifié de 160 nouveaux logements, uniquement donc entre 2020 et 2033. Donc un rythme bien moindre d'un tiers, seulement 12 logements à l'hectare environ pour les prochaines années. Ce qui a été aussi défini comme objectif, pour ce qui est le développement économique, c'est de rester dans les zones économiques déjà aménagées de la commune. Il y en a 2. Donc on a identifié des objectifs démographiques, de développement, et ce que ça pouvait supposer en nombre de logements. Et donc
démarche de zéro artificialisation nette, il y a un élément très important qu'il faut mener, que la loi précise. Il faut faire une étude des capacités de densification d'un tissu existant, puisque vous l'avez bien compris, si on veut éviter de consommer des terres agricoles et naturelles, il faut faire au maximum sur ce qui est déjà artificialisé. Donc nous avons fait une analyse quantitative et qualitative, c'est important, des capacités de densification. Sur cette commune, on a relevé et analysé 110 terrains, ça représente 41 hectares, et on les a passés au crible de 4 critères pour apprécier leur capacité à être mobilisée à l'horizon du PLU, c'est-à-dire sur 2020-2033. Ces 4 critères qu'on a proposés à la commune, c'est l'accessibilité de l'unité foncière. Est-ce qu'on est aussi sur des terrains où on n'a pas d'enjeu environnemental ou d'enjeu paysager, de type verger, un risque de pollution, d'inondation? Quel est l'usage du terrain aujourd'hui? Est-ce qu'il est plutôt a priori pas trop utilisé, donc on peut supposer, peut valoriser que des propriétaires pourraient vouloir s'en séparer? Et puis, est-ce qu'on a connaissance d'un projet d'aménagement, projet de cession assez imminent ou à moyen terme? Et puis donc, on a établi, comme le montre l'exemple, là, on a pris chaque terrain un à un, vous avez numéroté, et j'ai sur le terrain, et j'ai soumis mon analyse à la commune, et ensuite, elle m'a confirmé aussi des éléments d'appréciation que je n'ai pas, moi, comme est-ce qu'il y a un projet de cession récent, est-ce que quelqu'un a demandé un certificat d'urbanisme, et au regard de ces 4 critères, on les a classés ensuite en 4 catégories. Les terrains qui présentaient un potentiel fort, ceux qui présentaient un potentiel moyen ou un potentiel faible, et puis tous les autres, c'est ceux qu'on a considérés comme non favorables à l'urbanisation. Ça veut dire que théoriquement, quand on regarde une carte où on voit un vide sur le plan cadastral, un service de l'État pourrait dire « mais attendez, là vous n'avez pas compté cela ». Et nous, on a une analyse qui sera retranscrite dans le rapport de présentation qui dit « non, ce terrain, on ne l'a pas retenu comme favorable pour telle et telle raison ». Et donc au final, au terme de cette analyse, on a retenu comme pertinent pour le PLU tout ce qui était fort ou moyen comme potentiel. Ça veut dire que sur les 41 hectares au départ, on en aurait 18 hectares, à notre sens, qui seraient mobilisables au sein du tissu existant. Un peu moins de 5 hectares pour l'habitat et un peu moins de 14 hectares pour les espaces économiques. Alors on a cartographié ça, et donc vous voyez là, c'est sur cette cartographie qu'on a travaillé, en classant les terrains, les couleurs correspondaient aux catégories, au potentiel fort, faible, non favorable à l'urbanisation, avec une distinction entre ce qui était économique et ce qui était résidentiel. Et donc on a fait ça sur le système d'information géographique, et SIG, ce qui fait que ça permet une analyse aussi statistique assez simple, et puis quelque chose de très visuel. Alors, ça, on va dire, c'est important, c'est incontournable, mais ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir le relier à l'objectif de logement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait défini qu'il fallait à peu près 160 logements à produire à Puy-Versailles. Et donc, si maintenant on fait le tri en gardant que les terrains qui auraient une vocation plutôt habitat, combien de logements on pense qu'on pourrait faire sur ces terrains? Et donc pour ça, on a fait des hypothèses, application d'une densité en nombre de logements à l'hectare. On a aussi considéré ici un programme qui est concédé à Citivia, l'aménageur. Il y a déjà 114 logements programmés, donc on sait que là, ce n'est pas une application théorique d'une densité, il y a un programme de logement. Et au final, on arrive à, selon les 2 hypothèses, entre 170 ou 190 logements réalisables au sein de ce potentiel de densification. Donc vous l'aurez compris, il y a 100% de l'objectif de production du logement qui est réalisable en densification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va réajuster, on a réajusté dans le projet, au moment qu'on a tracé, on a réajusté tout le zonage du PLU, qui est actuellement en vigueur, aux franges de l'urbanisation. Ce qui veut dire qu'il y a
tous ces espaces que vous voyez hachurés en rouge, qui étaient des zones d'extension inscrites au PLU, à hauteur de 12 hectares, donc qui vont être rendues à l'agriculture. Rendues, c'est-à-dire qu'elles sont cultivées déjà aujourd'hui, mais elles seraient pérennisées. Concrètement, au niveau du zonage, ça veut dire que ce qui était classé AU va supporter un autre type de classement, soit de la zone agricole pour une bonne partie, soit des secteurs de verger, on a défini donc naturel avec un indice verger, ou une partie qui était des zones U pourrait rester des zones urbaines, mais uniquement à vocation de jardin privatif. Voilà, donc on a aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de renaturation, d'identifier dans des PLU ou des SCOT des zones de renaturation. On a un cas Pulversheim d'un terrain, vous voyez tout en haut à droite, qui pourrait être une potentielle zone de renaturation à long terme, parce que c'est un terrain qui était tout au début une décharge, qui est en plein cœur du village, qui ensuite a été occupé par un transporteur qui aujourd'hui a cessé son activité. Donc on a une friche, mais qui présente des problèmes quand même forts au niveau des risques, et pour lequel un réinvestissement, même plus tard, pour un autre usage, notamment résidentiel, pourrait être quand même compromis. Donc peut-être que cet espace, ce sera un espace qui devrait plutôt retrouver une vocation naturelle, de cœur de biodiversité au cœur du village. En tout cas, c'est une hypothèse, et dans le cadre de ce PLU, on ne le rendra pas constructible, on prévoira de se le mettre de côté. Je vais passer la parole à Catherine pour la suite. Comme je le disais tout à l'heure, un nouvel élément en fait, lié à la loi climat et résilience, c'est l'inventaire des zones d'activité économique. Donc dans cet inventaire, ce qui est demandé, en tout cas dans la prescription de la loi, c'est de reprendre toutes les zones d'activité intercommunales, qu'elles soient industrielles, commerciales, artisanales, touristiques, portuaires et même aéroportuaires. Donc il y a une description en fait, de la demande pour savoir ce qu'on doit y mettre en fait, dans cet observatoire. Donc déjà un premier regard sur l'état parcellaire, hein, de quelle manière est composée cette zone d'activité, donc les unités foncières, et puis avec l'identification du propriétaire de chaque unité foncière. Ensuite, l'identification des occupants, puisqu'effectivement un propriétaire d'une parcelle n'est pas nécessairement occupant du bâtiment ou de la parcelle, enfin de l'activité. Donc d'avoir vraiment aussi cette identification-là. Et puis le taux de vacances. Donc le taux de vacances, il est calculé en fonction le rapport entre les unités foncières et puis ce qui est utilisé, et notamment grâce à, enfin c'est calculé par rapport au nombre d'entreprises qui payent la cotisation foncière. Et ça, moins de 2 ans. Donc ça veut dire qu'on a un recul, une analyse sur les 2 dernières années pour voir qui a payé ou pas cette cotisation foncière, pour savoir effectivement si l'entreprise est sur place et utilise les lieux. Alors c'est quelque chose qui est assez rapide finalement à mettre en place, puisque dans les mesures qui sont indiquées, c'est de pouvoir engager la réflexion en août 2022, donc c'est quasiment 1 an après la promulgation de la loi, pour avoir une mise en place en août 2023. Donc c'est un élément qui est important à prendre en compte, donc ça va quand même aller assez vite. Et cet observatoire, le but est de pouvoir le transmettre au SCOT, donc c'est assez simple puisque le SCOT de la région mulhouse correspond aussi à l'agglomération de la région mulhouse. Et puis donc à l'autorité compétente aussi en urbanisme, donc ça alimentera en fait le PLUI qui viendra par la suite, mais aussi le PLH, puisqu'en fait il y a quand même un lien entre les deux. Et alors ce que dit la loi aussi, c'est qu'il y a une actualisation tous les 6 ans de cet observatoire pour voir l'évolution en fait, de ces sites web. Alors on vous en parle aujourd'hui parce qu'on a déjà travaillé sur, pas nécessairement un observatoire, mais en tout cas on a été sollicité par les services économiques de l'agglomération
pour avoir un regard sur le potentiel d'utilisation de foncier dans les zones d'activité actuellement. Alors, l'idée était de savoir de quelle manière on pouvait être plus sobre pour développer l'économie et sans devoir aller sur des terres agricoles ou autres, et donc de voir quel est le potentiel qu'on avait dans les zones actuelles, qui étaient déjà en place. Donc on a fait un travail autant cartographique que d'analyse sur le terrain. L'idée était de tester sur 4 zones. On n'a pas fait toutes les zones d'activité de l'opération. On a voulu tester la méthode sur 4 zones, donc à Hombourg, donc la zone industrielle le long du canal, Richevillers, donc une zone aussi artisanale, industrielle, commerciale, Rixheim, pareil, et puis Wittelsheim, qu'on va détailler juste après. Donc, dans l'analyse des surfaces qui pourraient être mobilisées ou libres, on a repris en fait donc, les différents intérêts. Le premier, c'est effectivement que ce soit dans la zone, qu'il n'y ait pas d'usage sur la parcelle. Ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas une occupation, mais en tout cas qu'il y a une partie libre sur la parcelle qui pourrait être mobilisée. Et puis d'avoir une superficie assez importante. Ensuite, on a regardé les freins de la mobilisation de ces secteurs-là. Donc, est-ce qu'il y avait des contradictions en fait, de constructibilité, des données environnementales qui pouvaient contraindre en fait, un aménagement. Et puis la troisième phase en fait, qui sera engagée, c'est le dialogue avec les propriétaires de ces parcelles pour voir de quelle manière on peut engager une modification, enfin en tout cas comment on peut mobiliser en fait, ces secteurs-là. Donc l'exemple sur Wittelsheim, c'est la zone Heiden, au sud de la commune, donc très bien relié puisqu'on est tout à côté de la RN66, donc c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir mettre en avant en fait, ce travail-là. Et donc avec une zone où il y a très peu de contraintes d'aménagement sur le secteur. La plupart en fait, des parcelles sont déjà occupées, mais en fait vraiment le travail dans la finesse, c'était de trouver les espaces qui pouvaient être encore mobilisés pour installer une petite entreprise artisanale, peut-être aussi des bureaux à certains endroits. Et finalement, on a presque 430 arts en fait, de disponibles, notamment avec une grande... c'était pas ça que je voulais faire. Avec une grande surface ici qui est importante, parce qu'on a 130 arts, donc c'est quand même important et qui pourrait être mobilisé. Et donc voilà, c'est un premier repérage que l'on a on a fait, et puis on a échangé avec donc, le service économique sur ce potentiel-là. Maintenant, on doit s'engager en fait la deuxième phase pour pouvoir trouver en fait des propriétaires, pour pouvoir voir avec eux de quelle manière on pourrait engager la réflexion pour alors soit c'est de la revente, soit c'est de pouvoir avoir de la construction et pouvoir partager en fait des bâtiments. Donc tout est à construire actuellement. En tout cas, ça permet d'avoir un premier regard sur le potentiel. Donc, Wittelsheim, je vais aller vite parce qu'apparemment, il faut que j'aille assez vite maintenant. Wittelsheim est une zone d'activité qui est quand même pas mal remplie par rapport aux autres activités aux autres zones que l'on a étudiées. Et donc, par rapport à d'autres zones encore que l'on étudiera par la suite, ça changera aussi parce qu'il y a des zones qui ont des parcelles vraiment vides. Donc je laisse Christelle terminer sur la partie publicité. Oui, donc on vous parlait aussi de la sobriété dans l'aménagement publicitaire, c'est-à-dire dans les règlements de publicité. Voilà, on a aussi un exemple d'étude en cours. Et je vous fais juste une petite explication de ce qui a évolué ici sur la question de l'aménagement publicitaire. Il y a des choses dont dans la loi climat et résilience, mais les gros bouleversements ont été déjà opérés au moment du Grenelle de l'environnement, le Grenelle 2. Pour faire court, donc, ça a été
des restrictions sur la densité, donc des règles supplémentaires sur la densité maximale de dispositifs publicitaires. On a aussi réduit les tailles possibles pour les dispositifs. Ça a aussi été l'occasion d'encadrer la publicité numérique qui ne l'était pas jusque-là par le Code de l'environnement parce que c'était un nouveau type de publicité, donc une publicité qui est aussi très consommatrice d'énergie, et puis de parler aussi de pollution lumineuse, des choses qui n'apparaissaient pas comme des critères dans le Code de l'environnement pour l'encadrement de la publicité. Et la loi climat et résilience, finalement, est sur le champ de ce qui est document réglementaire de publicité, a simplement permis aussi de pouvoir ajouter des règles sur l'encadrement des écrans numériques à l'intérieur des vitrines, ce qui n'était pas possible jusque-là. On peut réglementer tout ce qui était à l'extérieur, donc sur l'espace public, on va dire, jusqu'à maintenant. Donc on a une réglementation nationale de la publicité qui est devenue plus drastique dans le Code de l'environnement. Et puis donc les règlements locaux de publicité que les territoires peuvent faire pour aller plus loin seront de fait aussi plus stricts. Alors sur M2A, il y a un règlement local de publicité intercommunal qui est en cours, qui est pour le moment à l'étape arrêtée et qui va être approuvé l'année prochaine. Et c'est le premier document d'urbanisme intercommunal que M2A a fait depuis le transfert de compétences. Donc, on a aujourd'hui, tant qu'il n'est pas en vigueur ce RLPI, on a 12 communes qui avaient une réglementation locale, et puis 27 autres qui étaient sous la réglementation nationale de la publicité. Comme pour l'urbanisme, le règlement national d'urbanisme, là c'est pareil. Et cette procédure a été engagée pour mettre en conformité tous les RLP, ces 12 RLP, ces 12 communes qui étaient sous le RLP, en conformité avec le Grenelle de l'environnement. Donc il y a eu un temps assez long pour mettre en conformité, et donc c'est le RLPI qui l'effectue de façon à ce que ces règlements ne deviennent pas caducs et qu'il y ait une nouvelle réglementation locale qui s'applique. Alors, la publicité, elle réglemente, le règlement de publicité réglemente ce qu'on appelle la publicité, les préenseignes et les enseignes. On a fait un diagnostic, on a relevé avec Catherine sur le terrain tout ce qui était en tout cas dispositif publicité et préenseigne, et on en a un peu plus de 2000 sur toute l'agglomération. Ce sont beaucoup des publicités et des dispositifs scellés au sol, avec environ un tiers de dispositifs de grand format, plus de 6 mètres carrés. Alors, on a travaillé pour le règlement en définissant une typologie de zonage qu'on allait donc dispatcher sur le territoire. On a défini 7 typologies de zones. Donc on a dans le projet donc, des axes qu'on a identifiés comme structurants sur lesquels on aura des axes structurants, des zones commerciales, des zones mixtes où on retrouve du commerce mais qui ont aussi beaucoup d'autres usages, des centres-villes, des zones d'activité ou des sites de grands équipements, des zones résidentielles, des zones plus sensibles au titre du paysage, du fait que c'est des entrées d'agglomération au titre du patrimoine. Et le principe du règlement de publicité, ça a été de définir, vous voyez, plus on va en fait vers la droite, moins on va avoir de publicité autorisée, on aura donc des publicités interdites puisqu'on va vers des secteurs plus sensibles au niveau du paysage. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une typologie pour définir la sensibilité des zones, là où on estime que les secteurs étaient propices ou pas à de l'affichage publicitaire, et donc on a fait varier les tailles de dispositifs possibles, ainsi que le type de publicité. Donc ça c'est la synthèse pour ce qui est des règles sur la publicité, donc canton publicité et préenseigne. Et puis également, donc, voilà un tableau de synthèse des règles qui seront applicables dans le RLPI pour les enseignes. Et là, de la même manière, vous voyez que on va aussi vers les sites sensibles, on aura d'interdiction. Mais globalement, sur les enseignes, on est plutôt dans une continuité de la réglementation existante. On a simplement amené des restrictions sur ce qui est enseigne numérique et on a été plus loin sur les plages d'extinction nocturne.
c'est surtout finalement sur les dispositifs qu'on appelle publicitaires que les gains sont effectifs. Et on a travaillé avec les communes en essayant, vous voyez par les couleurs, ça correspond aux zones, de leur proposer des types de zones. Et pour les aider à la décision, on a fait un travail de simulation, c'est-à-dire que vous voyez tous les petits points là correspondaient aux dispositifs publicitaires existants, et qu'on a fait la simulation de voir si demain on applique les zonages du RLPI proposé, quels seraient ceux qui seraient donc conformes. Ce qui a permis donc de voir quelle serait l'évolution positive en termes de paysage et aussi aux communes de pouvoir faire des choix entre plusieurs options. Donc finalement, le RLPI va amener des avancées pour l'environnement, pour le paysage, aussi pour l'espace public. Une fois approuvé, il permettrait donc il y aurait 40% des dispositifs actuels qui seraient non conformes, donc il sera à supprimer, éventuellement certains à mettre en conformité. Ça représente quand même 60% de tous les dispositifs qui sont assez conséquents parce qu'ils font plus de 4 mètres carrés. Rien que sur Mulhouse, c'est 200 dispositifs au moins qui sont concernés. Et donc, au niveau des dispositifs numériques, on en aurait 16 qui disparaîtraient de ceux qui existent. Et surtout, on va éviter que trop de nouveaux dispositifs s'implantent. Voilà. Donc, on va agir significativement quand même sur la question de l'énergie et des GES. Pour conclure, donc je vous dirais que ce qui attend M2A prochainement, c'est un grand défi, c'est l'élaboration du PLUI, le SCOT aussi qui va devoir être mis en compatibilité, et cette question de la territorialisation. Comment on va réussir à territorialiser cette sobriété foncière et énergétique. Donc, les 3 études qu'on vous a parlé vont bien sûr alimenter les réflexions, mais il y a aussi plein d'autres réflexions qui sont en cours, qui ont déjà été menées, sur lesquelles l'Agence a travaillé. Et tout ça va permettre finalement d'aider, vous aider les collectivités à mettre en place cette loi climat et résilience avec une démarche la plus positive possible, comme l'a dit Catherine.